Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les premiers mots de Bachar el-Assad après l'attaque à l'arme chimique. Il nie toute implication et accuse les États-Unis de machination. C'est une fabrication, dit-il. Quelle réponse ce soir à Washington? Jacques Cardot sera en direct. Le programme de Jean-Luc Mélenchon qui affole les milieux économiques. Laurent Berger pour la CFDT dénonce une vision totalitaire. Les banquiers, eux, prédisent un cataclysme. Fiscalité, impôts, salaire. Qui sera concerné? Dans quelle mesure? David Bohéry nous en dira plus. Le transport aérien au bord de l'asphyxie. Les compagnies françaises se disent victimes de la concurrence déloyale des géants étrangers. 16 000 emplois seraient menacés. Notre enquête sur la gabegie des parkings souterrains. La plupart sont gérés par des collectivités et des groupes privés. Sauf que beaucoup, nous le verrons, ne sont pas rentables. Explication tout à l'heure. Et puis les secrets du cerveau et du quotient intellectuel. Les tests de QI se généralisent. On s'en sert pour détecter les enfants précoces, mais aussi pour recruter des salariés. Ils sont censés mesurer notre intelligence. Mais qu'en est-il vraiment? Sont-ils vraiment fiables? Les réponses en fin de journal. Voilà pour les titres. L'attaque avait suscité, souvenez-vous, une vive émotion. C'était il y a 9 jours. 87 morts, dont 31 enfants. Et bien aujourd'hui, malgré les nombreux témoignages et les preuves des services de renseignement, Bachar el-Assad lui prétend qu'il s'agit d'une fabrication à 100%. Ce sont ses mots. Il accuse les États-Unis. Fanny Stenler. Ce soir, le président syrien contre-attaque. Avec une voix posée, sans jamais un mot plus haut que l'autre, il accuse. Notre impression, c'est que l'Occident, surtout les États-Unis, sont complices des terroristes et qu'ils ont monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque américaine. Vous pensez que c'est un coup monté? Oui, nous en sommes sûrs à 100%. Bachar el-Assad argumente ensuite. Son armée avait l'avantage face aux rebelles lors de l'attaque du village de Ran Sheroun. Il n'avait donc aucun intérêt à lancer un bombardement aussi meurtrier. Il affirme aussi ne disposer d'aucune des armes mises en cause. Nous n'avons aucune arme chimique. Il y a quelques années que nous avons abandonné tout notre arsenal. Et même si nous en avions, nous n'avons jamais utilisé des armes chimiques dans l'histoire de notre pays. Le président syrien demande enfin une enquête. On ne sait pas si toutes les photos et les vidéos que nous avons vues sont réelles ou si elles sont fabriquées. C'est pour cela que nous demandons une enquête. Une enquête impartiale, a précisé le président syrien, afin qu'elle ne serve aucun intérêt politique. Bonsoir Jacques Cardoz, on vous retrouve en direct de Washington. Quelle réaction ce soir à la Maison-Blanche? Ces propos qui sonnent comme une provocation font-ils réagir? Écoutez, le Pentagone est très clair. L'un des généraux a expliqué que ces propos de Bachar el-Assad, c'était un mensonge intégral. Il faut dire que le renseignement américain est sûr de lui, dispose d'un certain nombre de conversations téléphoniques enregistrées peu de temps avant l'attaque chimique. Il y a entre généraux syriens qui font directement référence à la proximité de cette attaque, au caractère exceptionnel, je cite, de cette attaque, même s'ils ne parlent pas d'armement chimique directement. Par ailleurs, le renseignement américain sait depuis plusieurs mois qu'entre 3 et 5% de l'armement chimique dont disposait le dictateur syrien en 2013 demeure caché encore aujourd'hui en Syrie. Pour l'administration de Donald Trump, les choses sont très claires. L'ordre a été donné directement par le dictateur syrien que Donald Trump qualifie de boucher ou encore d'animal. Merci Jacques pour ces précisions. Et toujours à propos de la Syrie, on l'a appris dans l'après-midi, une nouvelle bavure de la coalition internationale aurait fait 18 morts. C'est le Pentagone, là encore, qui l'a annoncé. Les victimes sont des combattants alliés des forces démocratiques syriennes. Autre grand titre ce soir, l'inquiétude et les attaques des milieux économiques contre le programme de Jean-Luc Mélenchon. Après ses adversaires politiques, c'est le leader de la CFDT, Laurent Berger, qui s'en prend au candidat. Il dénonce une vision totalitaire. Les milieux d'affaires, eux, en cas de victoire, redoutent, disent-ils, un cataclysme. Les réactions, on voit cela avec Margot Manière et Vincent Bouffartigue. Faut-il avoir peur de Jean-Luc Mélenchon ? L'hypothèse d'un duel avec Marine Le Pen donne des sueurs froides au marché financier, inquiète de nombreux économistes et même le premier syndicat français ce matin. Son programme est visé, mais aussi le style Mélenchon. Si vous élisez un de ces trois-là, vous allez cracher du sang.
Il y a un risque aussi d'une vision assez brutale des rapports humains et des rapports sociaux et des rapports politiques que porte parfois Jean-Luc Mélenchon. Il y a aussi un risque en termes d'une vision assez totalitaire. Moi, je suis un peu inquiet. Un scénario Le Pen-Mélenchon au second tour qui fait aussi trembler les organisations patronales. Avec eux, on en prend pour 15 ou 20 ans. Avec à la clé des taux d'intérêt qui explosent, de l'inflation, une baisse de la croissance et l'appauvrissement des Français. Le MEDEF, mais aussi les jeunes entrepreneurs. Cette doctrine communiste, parce que Jean-Luc Mélenchon est un héritier du Parti communiste, c'est juste ça, cette doctrine communiste, elle a toujours prôné le fait qu'elle allait protéger les faibles. Trouvez-moi un pays communiste où les peuples sont aujourd'hui satisfaits de la situation économique dans laquelle ils sont. Il n'y en a pas un. Des attaques caricaturales pour Jean-Luc Mélenchon, qui vise, selon lui, je cite, à faire peur et à impressionner les Français. Alors on va s'y arrêter sur le plan fiscal précisément. Quel impact pour les ménages ou les entreprises? Bonsoir David Boéry. Bonsoir, vous avez passé en revue ces propositions. Qui seraient concernés et dans quelle mesure? Alors, c'est vrai que sa politique, c'est très clairement de s'attaquer aux plus fortunés. En fait, les perdants, ce seraient tous les salariés au-dessus de 4 000 € par mois. Ils paieraient plus d'impôts avec le passage de 5 à 14 tranches d'imposition. Jean-Luc Mélenchon veut également créer un revenu maximum fixé à 33 000 € par mois. Au-delà, tout est pratiquement prélevé avec un impôt à 90%. Même chose pour les plus gros patrimoines. Un héritage ne pourrait plus dépasser 33 millions d'euros. L'ISF serait également alourdi avec la prise en compte des œuvres d'art pour son calcul. Et puis plus globalement, en fait, ce sont toutes les entreprises qui seraient perdantes puisque les baisses de charges qui sont prévues dans le pacte de responsabilité seraient tout simplement supprimées. À l'inverse, les plus modestes seraient gagnants avec la création d'une garantie dignité. C'est une nouvelle allocation de 1 000 € par mois pour tous ceux qui gagnent aujourd'hui moins de 840 €. 15% de plus également pour le SMIC, il passerait à 1 300 € net par mois. Enfin, une retraite à taux plein dès 60 ans après 40 années de cotisation. Et quel financement pour toutes ces mesures? Alors, c'est là toute la question et la réponse est loin d'être évidente. En tout, il faut trouver plus de 170 milliards d'euros. Le programme précise que les hausses d'impôts ne suffiront pas. Il prévoit de demander à la Banque de France de financer la dette de l'État en faisant tourner la fameuse planche à billets. Aujourd'hui, c'est interdit par l'euro. Il faudrait donc renégocier le traité européen à 27. C'est loin d'être évident. À défaut, il faudrait alors quitter la zone euro. Merci David pour ces explications. Cette tentative d'incendie maintenant dans l'immeuble abritant le QG de campagne de Marine Le Pen. Cela s'est passé la nuit dernière. Un départ de feu a rapidement été maîtrisé. La candidate du Front National soupçonne un groupuscule d'extrême gauche. C'est Maryse Burgot qui nous raconte avec Alain Locassio. Un tag de signature faisant référence au Front National. La cible était donc bien cette nuit le QG de campagne de Marine Le Pen. Les auteurs n'ont pas pu accéder aux locaux situés dans les étages. Cette compagnie d'assurance en a fait les frais. Dès ce matin, Marine Le Pen désigne les responsables. Je suppose qu'il s'agit là d'un acte probablement d'un groupuscule d'extrême gauche. Ces groupuscules se sentent en toute impunité. Et encore une fois, je ne suis pas étonné puisque le gouvernement de François Hollande les laisse faire depuis des mois. Agacé par ces accusations, le ministre de l'Intérieur réplique. Ce sont des actes inacceptables. Nous sommes en lien avec les équipes de la candidate du Front National dès hier soir et nous verrons s'il y a lieu, le cas échéant, en lien avec eux, de renforcer les dispositifs de sécurité. Les enquêteurs privilégient la piste criminelle. Un groupe voulant combattre la xénophobie a d'ailleurs revendiqué cette tentative d'incendie. La politique encore, nous évoquions à l'instant la fiscalité avec Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, un autre sujet s'est invité dans la campagne, l'idée d'instaurer une discrimination positive. Emmanuel Macron en a fait l'un des grands axes de son programme. Il prévoit de verser une prime aux entreprises qui recrutent un chômeur de quartier prioritaire. La droite, elle parle de démagogie. Pourquoi? Que faut-il en penser? La question fait débat. On voit cela avec Anthony Joly et Didier Dahan. En France aujourd'hui, nous sommes tous égaux en droit. Ça, c'est le principe. Car en réalité, face à certaines situations, notre société ressemble plutôt à ça. Des portes qui se ferment, notamment pour les personnes issues de la diversité. De ce constat
est née l'idée de discrimination positive. Créer des inégalités pour favoriser dans les faits l'égalité et rouvrir les portes. Rééquilibrage des chances pour certains, remise en cause de l'égalité républicaine pour d'autres, le sujet fait débat. Pour les quartiers, c'est une politique, je dirais, de discrimination positive, moi, que j'assume totalement. La discrimination positive pour certains, cela signifie concrètement la discrimination négative pour tous les autres dans leur propre pays. Moi, mon objectif, c'est que tout le monde monte, mais pas qu'on ait une politique qui, bon, pour faire vite, va sortir quelques héros du système. La discrimination positive, de quoi s'agit-il? Les États-Unis sont l'un des premiers pays à avoir appliqué le principe, notamment par l'instauration de quotas ethniques dans les années 60. Certaines universités réservaient des places aux étudiants noirs ou hispaniques. En France, la Constitution l'interdit, mais d'autres mesures de discrimination positive font partie de notre société. Les moyens supplémentaires alloués aux zones urbaines sensibles, la parité homme-femme en politique, ou encore la loi sur les logements sociaux favorisant la mixité sociale. Le principe de discrimination positive est-il bon? Certains, comme Marine Le Pen, jugent le concept anti-républicain. Entre les avantages des enfants de la caste qui disposent de réseaux et le privilège de la discrimination positive, les Français moyens que nous sommes comprennent qu'ils seront les derniers servis dans leur propre pays. Mais selon ce sociologue spécialiste de la question, la discrimination positive est nécessaire car elle rétablit l'égalité des chances. Ceux qui s'opposent à la discrimination positive sous prétexte de rupture d'égalité n'ont qu'une vision finalement théorique de l'égalité. Et ceux qui ressentent les inégalités en ont assez de voir au fronton de tous les bâtiments administratifs liberté, égalité, fraternité, avec la valeur centrale qui ne se retrouve pas dans les faits. Peut-on aller plus loin en matière de discrimination positive? C'est ce que propose Emmanuel Macron. Davantage de moyens, notamment dans les quartiers défavorisés. J'assume de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe en CP-CE1 et pas d'enlever 1 ou 2 élèves simplement. J'assume de dire c'est un terrain de reconquête absolue. L'idée que le professeur consacre plus de temps à chaque élève. Mais à ce jour, la plupart des études montrent que réduire le nombre d'élèves n'améliore pas forcément leur niveau. Autre mesure du candidat, cette fois pour favoriser les embauches. Pour chaque entreprise qui recruterait un habitant de quartier défavorisé, 15 000 € de prime étalée sur 3 ans ou 5 000 € sur 2 ans si le salarié est en CDD. Le dispositif va-t-il inciter les entreprises à embaucher? Le président des petites et moyennes entreprises est sceptique. Est-ce que je recrute la personne pour sa compétence ou pour éventuellement la prime que je peux avoir exceptionnelle à l'embauche? C'est une vraie question, soyons très délicats par rapport à celle-ci. Il ne faudrait pas que ça soit un piège qui soit finalement qui aille à l'encontre de l'intérêt des personnes. Ce dispositif n'est pas une nouveauté. Il est calqué sur le modèle des emplois francs testés entre 2013 et 2014. Le gouvernement envisageait 2000 emplois, mais seuls 250 ont été créés. L'expérimentation a très vite été abandonnée. Alors la discrimination positive, est-ce que ça marche? L'un des succès, c'est le concours d'entrée à Sciences Po. La prestigieuse école a longtemps été réservée aux enfants des familles aisées. Mais en 2001, Sciences Po décide de privilégier les plus défavorisés en créant un concours d'entrée parallèle. Nous avons accueilli par cette voie 1600 étudiants en 15 ans. Nous avons plus de 600 diplômés d'ores et déjà par cette voie d'admission. Est-ce qu'ils réussissent aussi bien que les personnes de la filière classique? Absolument. Ils ont les mêmes emplois, les mêmes opportunités. Ils sont recherchés de la même manière puisque quasiment tous nos étudiants de master à Sciences Po ont trouvé un emploi au moment même où ils sortent de l'école. Un bémol cependant, 40% des places sont en fait occupées par des étudiants issus de familles des classes supérieures. La raison, certains parents de classe moyenne ont contourné le système en inscrivant leur enfant dans des lycées d'éducation prioritaire. Néanmoins, la part de boursiers dans les grandes écoles a bel et bien progressé. Elle est passée de 32% en 2010 à 53% en 2015. Une politique d'ouverture que les écoles souhaitent poursuivre dans les prochaines années. Voilà pour ce débat.
Et puis encore un mot de politique avec l'œil du 20h sur ces candidats qui ne reculent devant rien, vous allez le voir, pour séduire les jeunes. Leur vote pourrait être déterminant, beaucoup sont encore indécis. Eh bien vous allez voir que faire jeune, être cool, ça ne s'improvise pas toujours. L'œil du 20h est signé ce soir Lorraine Gublin et Hervé Pozzo. En campagne, il faut savoir attirer les électeurs de tout âge, sans oublier les 18-25 ans. Comment les candidats tentent-ils de les séduire? Décryptage de la com pour les jeunes. Parler aux jeunes électeurs, ça demande parfois quelques entorses au régime. C'est pas bon pour moi, mais je vais en prendre quand même. Ouais, avec des frites. Ouais. Pour cette interview, Benoît Hamon accepte de manger un kebab frites tout en répondant aux questions. C'est une interview turfu. Turfu, un futur. Turfu, futur. Voilà. À la page, Benoît Hamon. Séduire un public jeune, c'est s'adapter à ses médias et à leur code. Interview en mode selfie, par exemple. Votre première mesure en tant que président? Parfois, la question se résume à un mot. Quelque chose qui nous rassemble au-delà des différences. Et les questions vont au-delà des sujets politiques. T'as jamais pécho sur n'importe quoi? Non, ben non. La séparation des frérots de la Vega, ça vous fait quoi? Ça désespère ma fille. Bah, ça fait partie de la vie. Montrer qu'on maîtrise les codes jusque dans les gestes. Vous connaissez le dab, figure populaire dans le rap et le foot? Non? Eh bien les candidats, oui. Fillon, Hamon, Macron ont dabé. Pour capter les jeunes électeurs, les candidats ont aussi investi leur terrain de jeu, YouTube notamment. Roi de la vidéo en ligne, Jean-Luc Mélenchon, 22 millions de vues. Les vidéos de François Asselineau, 11 500 000 vues. Ensemble, il y a eu un bug, on doit dire en français. Jean-Luc Mélenchon s'est même converti aux jeux vidéo. Voici Fiscal Combat, le jeu qui met en scène le leader de la France insoumise pour mettre KO ses ennemis politiques, leur prendre leur argent et le redistribuer. Un jeu qui renvoie au site du parti. Si les candidats s'adaptent sur la forme, le fond, lui, résiste aux effets de mode. Deux images à l'étranger. D'abord les suites de l'attaque contre le bus de l'équipe de Dortmund en Allemagne. Le suspect irakien a finalement été mis hors de cause, mais son placement en détention a toutefois été demandé pour appartenance au groupe État islamique. Et puis en Turquie, la dernière ligne droite avant le référendum historique de dimanche, le président Erdogan convoque les électeurs pour élargir, vous le savez, ses propres pouvoirs. C'est toute la constitution qui serait modifiée. Ses opposants redoutent l'instauration d'une possible dictature. Des pleins pouvoirs qui lui permettraient aussi de lancer son grand projet d'islamisation de la société. Il ne s'en est jamais caché, il souhaite former une jeunesse religieuse. Ce serait un coup de tonnerre et la fin du principe de laïcité instauré il y a maintenant près de 100 ans. Alors comment la population réagit sur place, à Istanbul notamment? Stéphanie Pérez avec Marie Cazot. C'est le projet symbole d'un président qui veut remettre l'islam au cœur de la société. La construction de la plus grande mosquée de Turquie. 6 minarets, 15 000 mètres carrés. Objectif, qu'elle soit vue de n'importe où à Istanbul. Recep Erdogan, le président qui brandit le Coran lors de ses meetings. Le président dont l'épouse est voilée, une première en Turquie. L'un de ses principaux combats, le retour du voile dans les lieux publics. Il l'a autorisé dans la police, l'armée, au Parlement, à l'université. Sous le Kiraz fait campagne pour que Recep Erdogan obtienne les pleins pouvoirs dimanche. Fonctionnaire au ministère de la Santé, elle peut travailler voilée aujourd'hui grâce à lui. J'ai toujours porté le voile. Quand j'étais étudiante, c'était interdit à l'université. Je n'ai pas pu poursuivre mes études. Ma mère n'a pas pu assister aux cérémonies de fin d'année de mon frère parce qu'elle était voilée. Erdogan, celui que vous appelez dictateur, il nous a rendu ces droits-là. Il ne nous a jamais barré la route. La laïcité a longtemps été un fondement inattaquable. La preuve sur ces images des années 60, où la mode était aux cheveux détachés et aux jupes courtes. Invisible hier, libre de travailler voilé au grand jour désormais. Les islamo-conservateurs
ont gagné la bataille du vêtement. Le principe de laïcité est aussi remis en cause dans l'un de ses autres bastions fondamentaux, l'éducation. Dans près de 150 établissements publics prestigieux comme celui-ci, l'enseignement religieux gagne du terrain. Cet établissement est l'équivalent du célèbre lycée Henri IV à Paris. Les élèves y sont triés sur le volet. Aucune équipe de télévision n'y est admise. Alors nous allons rencontrer des parents à leur domicile. Ils racontent les prochains cours obligatoires sur le Coran et l'arrivée de professeurs qui sont avant tout de bons religieux. La première chose qu'ils ont faite, c'est annuler la grande fête populaire du lycée. Il y avait des concerts, les élèves invitaient des groupes qui déplaisaient au pouvoir. À la place, la direction organise maintenant un festival sur la vie de Mahomet et des activités autour du prophète. Notre école est publique, mais certaines associations islamistes ont le droit de venir faire des animations religieuses. À mon fils, on a proposé de gagner un pèlerinage à la Mecque en récompense. On n'a pas besoin d'avoir autant de jeunes qui savent réciter le Coran par cœur. Moi, je veux que mon enfant ait une éducation scientifique. On peut former des imams, d'accord, mais il nous faut aussi des ingénieurs. Dans la rue, professeurs et parents manifestent contre cette Turquie religieuse qui prend le dessus. En vain. Recep Erdogan le répète publiquement, il veut créer une génération de croyants. À l'étranger encore, au moins 97 disparus dans un naufrage au large de la Libye. Une embarcation de migrants a chaviré. Des enfants et des femmes étaient à bord. 23 personnes ont pu être secourues. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter notre application France Info. L'inquiétude des professionnels du transport aérien. Après l'industrie et les services, les compagnies françaises se disent à leur tour victimes de la concurrence déloyale. 16 000 emplois seraient en jeu. Elles dénoncent aussi une fiscalité exorbitante et en appellent au futur président. Anaïs Barr nous raconte avec Éloane Martin. Les compagnies aériennes françaises appellent à l'aide. Elles réclament aux candidats à la présidentielle un plan de soutien pour faire face à la concurrence des compagnies à bas coût et étrangères. Leurs dirigeants demandent une baisse massive des charges et lancent un avertissement. Si rien ne change, 16 000 emplois sont menacés dans les 5 ans. On n'est pas capable de se battre à armes égales avec la concurrence déjà européenne, et alors encore plus avec la concurrence qui vient par exemple de Norvège ou encore des pays du Golfe. Et ça, c'est une situation absolument inacceptable. Selon elle, l'État est en partie responsable de leurs difficultés. Taxes aéroportuaires, taxes de sûreté, redevances en tout genre. En 2016, les compagnies françaises ont payé 4,6 milliards d'euros de charges spécifiques. Des compagnies qui ne cessent de perdre du terrain. En 2000, elles possédaient 60% des parts du marché français. En 2015, ce n'est plus que 43%. Cette chute, les compagnies en sont aussi responsables. En particulier Air France. Difficulté pour créer sa compagnie à bas prix. Dialogue souvent impossible entre la direction et les salariés pour réduire les coûts. De quoi prendre beaucoup de retard face à la concurrence. L'économie encore, quand les parkings se transforment en gouffres financiers pour les collectivités. C'est toute la question des partenariats publics-privés. Les bâtiments sont souvent construits par des groupes de BTP, co-gérés ensuite avec les collectivités. Sauf que leur rentabilité pose question, vous allez le voir, et ce sont parfois des millions d'euros d'argent public qui s'égarent. Camille Gutin avec Valentin Cruard et notre bureau à Strasbourg. Quelques mètres carrés de béton qui peuvent coûter très cher. Dans les centres-villes, en périphérie, la France compte 2000 parkings. Mais ils peuvent rapidement devenir un gouffre financier pour les communes. Alors sont-ils toujours rentables? Les villes négocient-elles toujours à leur avantage avec les sociétés privées qui gèrent ces parkings? À Clermont-Ferrand, 550 places construites il y a 10 ans. Ultramoderne, ce parking a coûté 15,5 millions d'euros. Pourtant, toute l'année, il est à moitié vide. Nous avons fait le test un mardi à 11 h. Le premier étage est quasiment complet. Mais sur le deuxième niveau, des dizaines de places inoccupées. Résultat, 12,5 millions d'euros de déficit en 2014. Car le parking coûte très cher à la communauté d'agglomération. Chaque année, nous payons un loyer au titre de l'amortissement de cette construction, qui représente environ 1,5 million d'euros. Les bornes
les barrières, les modalités de paiement. Ça représente également une charge pour la communauté urbaine de l'ordre de 250 à 300 000 euros par an. Les recettes, elles, ne dépassent pas les 80 000 euros par an. Car les élus ont fait une erreur. Ils ont mal positionné le parking. Trop loin du centre-ville, ou d'autres parkings mieux placés lui font concurrence. Mais pour la communauté d'agglomération, pas question de supprimer ce service. C'est pas juste un service qui coûte cher, mais qui n'est pas assez utilisé en plus. Alors effectivement, c'est pour ça que je parlais bien d'un service public, puisque la collectivité assume la charge financière pour permettre finalement aux habitants de bénéficier du confort de vie et du confort de ville et de pouvoir laisser leur voiture pour aller dans un centre-ville un peu plus apaisé. Et Clermont-Ferrand n'est pas la seule ville dans ce cas. Plusieurs rapports des chambres régionales des comptes épinglent ces déficits, comme à Grenoble ou encore à Toulouse. Ici, la ville a multiplié les parkings. Exemple, avec ce tout nouveau chantier, 400 places de stationnement. Pour l'opposition, une aberration. Le parking de Marengo est largement déficitaire. Il est vide en journée, en soirée, en week-end. Et on aurait intérêt peut-être à remplir ce parking avant de penser à la construction d'un nouveau parking. Au-delà du déficit, la Cour régionale des comptes met en cause les contrats passés entre les villes et les opérateurs privés. Certaines concessions accordées seraient trop longues, certains frais peu transparents. Selon l'opposition, la ville perçoit un pourcentage trop faible des recettes. C'est ce parking qui est le plus rentable. En 2014, par exemple, il a fait 2,2 millions de chiffre d'affaires et la collectivité, Toulouse Métropole, a perçu 110 000 euros de recettes, de redevances sur ce parking. Sur l'ensemble des parkings en stationnement, la collectivité ne reçoit finalement que 14% du chiffre d'affaires en redevances. Parking mal placé, contrat peu avantageux. Certaines villes ont décidé d'arrêter les frais. À Strasbourg, la municipalité va vendre ses 1250 places. Les frais d'entretien et de rénovation sont trop élevés, jusqu'à 7 millions d'euros. C'est des parkings qui ont besoin d'un petit coup de rénovation. Vous pouvez regarder le sol, par exemple, tous les marquages sont à refaire au niveau des places de stationnement. La priorité pour l'investissement, c'est plutôt de construire et de rénover des écoles que de rénover des parkings qu'on peut faire par des partenaires privés qui vont continuer de les gérer. Donc c'est une question de bonne utilisation de l'argent public. Depuis quelques années, le nombre de constructions de parkings est en baisse. Seulement une quinzaine l'année dernière. Notre dossier maintenant sur les secrets du cerveau et du fameux quotient intellectuel. Ces examens de logique, de QI, de mémoire ou de langage censés mesurer notre intelligence, on les utilise, vous le savez, pour détecter les enfants précoces, mais aussi maintenant pour recruter des collaborateurs, des salariés. Mais sont-ils vraiment fiables ces tests et que reflètent-ils vraiment? Florence Bouquilla a enquêté avec Johan Relat et Vivien Charrer. Des exercices de logique complexes, des suites de chiffres déroutantes, des expressions verbales singulières, voici les tests de QI ou quotient intellectuel. Des dizaines de questions qui bousculent notre cerveau pour en tester les capacités. Pour la moitié des Français, le score est de 90 à 110. Au-dessus de 130, on est surdoué. Mais que mesure-t-on vraiment avec le QI? Et dans quel but? Bonjour Romy. Romy a 4 ans. Depuis quelques mois, elle refuse de s'habiller pour l'école. C'est une fillette très éveillée. Est-elle précoce? Ses parents l'emmènent chez ce psychologue qui lui fait passer des tests de QI. À nous deux. On regarde ce que tu as fait la dernière fois. Il évalue son niveau de langage, de compréhension, de raisonnement, de logique grâce à des exercices basés sur des dessins ou des manipulations d'objets. Donc ça va bien ensemble. Oui. Tu vas faire la même chose que moi, pour qu'il y en ait exactement pareil. Regarde ce que je fais. Est-ce qu'il y a toujours pareil de pion, ici et ici? Non? Explique-moi. Romy s'est trompé. Le psychologue recommence la démonstration. Est-ce qu'il y a toujours pareil de pion, ici et ici? Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'y avait pas pareil. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il y avait pareil de pion, mais quand on fait comme ça, on dirait qu'il n'y a pas pareil de pion.
Ah ouais, on dirait qu'il n'y a pas pareil. Romy a compris son erreur et pour le psychologue, c'est fondamental. Son raisonnement est venu remplacer la première impression perceptive qui est il y en avait plus parce qu'on les met en tas. Et donc chez certains enfants, vous mettez 5 gros jetons, 5 petits jetons. Pour eux, il y aura plus de jetons parce qu'ils sont gros. Il y a des enfants de 6 ans qui n'y arrivent pas en fait, c'est ça? Absolument. Ça, c'est une très belle étape de la construction et qui montre chez elle, on va dire, l'intelligence en mouvement. Merci Romy. L'évaluation montre que la fillette a un QI très supérieur à celui des enfants de son âge. C'est une enfant surdouée. Et vous, pouvez-vous calculer votre QI? Sur Internet, il existe des dizaines de tests. Ici, vous devez trouver le chiffre manquant. On évalue ainsi votre logique. Là, trouvez l'intrus pour estimer votre intelligence verbale. Ici, vous devez relier 2 points entre eux. On fait appel à votre capacité de concentration. Et là, savoir quelle est l'horloge mal réglée, c'est votre sens de l'observation qui est en jeu. Des tests plus ou moins fantaisistes, car la méthode sérieuse se trouve dans ces manuels austères, exclusivement destinés aux psychologues. Ils sont fabriqués aux États-Unis par une poignée d'experts internationaux, dont le professeur Jacques Grégoire. Selon lui, le test de QI ne calcule que certaines formes d'intelligence, ce n'est donc qu'un indice. C'est un indicateur global de la capacité d'un sujet à agir et raisonner avec intelligence. Mais c'est une mesure, il ne faut pas l'oublier, c'est une mesure relative et c'est une mesure imprécise. Cet indicateur d'intelligence, Hubert Chenu a voulu le connaître. C'est un petit génie de l'informatique. Dans son cerveau, il y a des maths et beaucoup d'autres choses. Il est ingénieur, parle couramment anglais, allemand, chinois, indonésien. Il a été journaliste sportif à Pékin et a fondé sa propre start-up. Mais malgré tous ses talents, Hubert Chenu a longtemps manqué de confiance en lui. C'est pour cette raison qu'il a souhaité passer un test de QI il y a 2 ans. Alors, le résultat global, la note globale, c'est 138. 138, ça veut dire quoi? Alors, c'est marqué très supérieur, ça veut dire que je suis dans la catégorie très supérieure de la population, ça veut dire grosso modo surdoué. Le fait de passer ce test et d'avoir un état des lieux de notre cerveau et de voir que finalement ça fonctionne bien et plutôt très bien, c'est rassurant. Ces tests de QI aident aussi parfois les entreprises à sélectionner un candidat. Nous sommes ici dans une société de chasseurs de tête. Des candidats comme celui-ci briguent un poste à haute responsabilité et viennent discrètement passer une journée d'entretien. L'épreuve de logique de 20 minutes est un vrai test de QI qui sera interprété par la psychologue de l'entreprise. Pour le directeur général du cabinet, cette technique de recrutement a fait ses preuves. On a des tests d'intelligence qui sont plus des tests de logique, de raisonnement, et qui déterminent finalement la capacité d'apprentissage du candidat, sa capacité à appréhender de la nouveauté, de la complexité. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, dans le cadre de promotion ou dans le cadre de mobilité sur des postes différents avec des responsabilités différentes. Dans cet autre cabinet de recrutement, on accorde au contraire peu d'importance aux tests de QI. Ce qui va être intéressant, c'est d'évaluer en fait des compétences d'un candidat par rapport à des missions qu'il doit effectuer, et pas vraiment des compétences au global. Parce que les compétences au global, on sait bien que c'est pas parce qu'on a un QI de 150 ou 160 qu'on va forcément réussir une mission. Ça va dépendre de la mission. Que ce soit pour un entretien d'embauche ou parce qu'on se sent différent, un vrai test de QI doit être interprété par un psychologue et seuls 2% des Français ont un quotient intellectuel supérieur à 130. Une image encore, image de cinéma, avec l'annonce tout à l'heure de la sélection officielle du Festival de Cannes. 18 films retenus au total, parmi lesquels Le Redoutable de Michel Hazanavicius, L'Amant double de François Ozon ou encore Rodin de Jacques Doyon. À noter également la présence de Nicole Kidman dans 4 films, dont 2 en compétition. Merci de votre fidélité, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, Anaïs Baïdemir, suivi d'envoyé spécial avec Élise Lucet. L'info demain dès 6h30 Télématin. À 13h, Marie-Sophie Lacaro. À 20h et tout le week-end, vous avez rendez-vous avec Laurent Delahousse. On se quitte avec une image, une belle image de surf sous le soleil en Australie et de jolies vagues pour cette étape du championnat du monde féminin. Et une jolie musique aussi. Belle soirée sur France 2, à bientôt.
father played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar, then put down on the